C'est le sac à dos du MJ numéro combien, du coup? 4 si je ne m'abuse. Ça fait longtemps. Peut-être que ça a manqué aux gens. Peut-être, ou peut-être pas, parce que maintenant les gens ils ont le droit de sortir et ils ne sont plus obligés de rester chez eux ou être en télétravail à À regarder nous des regarder vidéos parler. YouTube. Et donc, quel est le thème du sac à dos du MJ du jour? Eh bien, c'est les jeux où on n'a pas besoin de préparer la partie en amont. Des jeux où on peut venir les pieds sous la table, même en tant que meneur de jeu, surtout en tant que meneur de jeu, on fout rien, on vient et on joue. Bah, je dirais que même plus loin, hein, c'est typiquement le genre de jeu des copains qui viennent s'inviter pour un petit barbecue à l'improviste et finalement ils ont envie de faire un jeu de rôle. Et ils partent du principe que tu es un Ouais, MJ expérimenté et que tu vas pouvoir leur improviser un truc sur le tas. Alors des fois avec un run die repeat c'est possible, hein, ou un roll for chose, mais c'est vrai qu'il y a quand même des jeux qui se débrouillent très bien de ce côté-là. c'est ça. Et du coup, là, on va parler de 4 jeux qui sont idéaux pour justement jouer sans aucune préparation. On est à un barbecue, on est autour d'un café. Un café, peut-être pas, j'en ai un des deux là, il y a un peu de matos. Faire ça dans un bar, ça peut être compliqué, mais au moins, on n'a pas besoin de se prendre la tête ou à préparer quoi que ce soit avant de se lancer. Le premier, c'est l'agence non code Ares. Il est disponible sur Lulu. Il coûte 19 € et c'est un jeu pour émuler le genre des missions impossibles ou l'agence touriste. Tout ce genre de séries ou de films où en fait il y a une équipe qui est super compétente, avec des agents super badass et qui vont devoir accomplir une mission. On commence par jouer ce qu'ils appellent le prologue. En gros, le prologue, je sais pas si tu te rappelles des vieux James Bond, je sais pas s'ils le font toujours à Daniel Craig, mais à chaque fois au début de James Bond, le James Bond il fait un truc qui a rien à voir avec l'histoire. Il est en train de s'infiltrer dans un truc, il fait péter un aéroport, il arrête des mecs qui disent dedans, enfin il fait un truc, il y a tout qui pète et tout, c'est génial, c'est le héros. Et puis après, générique, et on passe à la vraie histoire. Bah là, en gros, le prologue, c'est pareil, sauf que dans le prologue, dans l'agence, on va en profiter pour mettre en place nos différents personnages. On va créer nos personnages, leur donner des compétences, leur donner ce genre de trucs, et ça va faire une espèce de pré-générique pour présenter tout le monde. Après, il y a le générique, on va s'attarder plus en avant sur chaque personnage. Ensuite, comment ça fonctionne? Il y a un coordinateur qui est un peu le maître du jeu, et en fait, on va créer une mission en créant des problèmes. En gros, chaque mission, ça va être il va y avoir un premier problème. Le problème numéro 0, l'objectif, c'est le problème que la mission est censée régler. Par exemple, le problème, c'est un dictateur, il veut lancer des bombes nucléaires sur la ville. On a C'est un notre premier problème problème. récurrent dans la plupart de ce genre de films, hein, ou de séries. Ouais, c'est ça. Ou alors un virus. Enfin là, c'est Donc c'est un peut-être petit pas problème. le bon moment pour jouer avec le virus. Non, c'est un gros problème, quoi. C'est l'objectif de la mission. C'est vraiment un gros problème. Il faut absolument que les gens de l'agence le résolvent. Et ensuite, quand tu regardes sur la fiche du problème, tu as un problème précédent, un problème suivant, et le nom de l'agent qui va être impliqué. Parce que comme chacun de nos agents est spécialisé, on va pas faire la même chose. Par exemple, tu vas avoir un agent qui va être le gros bras, le costaud. Et problème, les gardes, il y a des gardes qui surveillent le laboratoire où est fabriqué le virus. Je sais pas d'où vient cette idée de virus, ça n'a rien à voir avec l'actualité, je vous le jure, votre honneur. Et du coup, ce problème-là, on va mettre en face le gros bras. Et à l'inverse, désamorcer la bombe nucléaire, ça va être l'informaticien, ainsi de suite. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ça, c'est le problème majeur, c'est la mission. Et ensuite, on va créer en coopération tous les problèmes qui sont liés, en fait. Chaque fois, un problème A va aller à un problème B. Par Okay, exemple, on va faire une espèce d'effet boule de neige pour faire une cascade de problèmes. C'est ça. Pour réussir la mission, il faut d'abord s'occuper des gardes. Mais pour s'occuper des gardes, il faut d'abord se rendre à l'endroit. Mais pour se rendre à l'endroit, il faut d'abord contourner le barrage de police. Enfin, on va comme ça créer des problèmes au fur et à mesure, avec à chaque fois A vers B vers C. Enfin, sur la fiche de problème, moi je fais ça avec des post-it, t'indiques en gros qu'est-ce qu'il faut régler pour l'autre, et ainsi de suite. Chaque problème va avoir des prérequis plus ou moins difficiles. Et en face, tu mets un agent et un timing. Le T, c'est en gros le timing à quel moment ça doit être résolu. Parce que le problème, il peut être résolu en 1. C'est pas vraiment une durée, mais c'est par exemple, dans l'étape, on va dire dans la grande mission, il y a des trucs qui vont être résolus temps 1, temps 2, temps 3, temps 4. C'est un peu comme des tours, si tu veux. C'est voilà, dans la mission, il faut d'abord faire en T1 tous ces problèmes-là. Ensuite, on passe à T2, T3, T4. Et au bout d'un certain temps, la mission, elle est terminée, échouée ou réussie, qu'on a fait tous les temps. Et du coup, ça, c'est la première phase de préparation qui peut être relativement longue, où on s'amuse beaucoup, où chacun, à son tour, va créer un problème.
chaque joueur, chaque joueuse autour de la table, coordinateur compris, parce que le coordinateur, après, on verra, je l'expliquerai plus tard, mais en gros, il va jouer un peu le MJ en jouant les antagonistes et en mettant des embûches. Chacun va créer un problème. On va tous les ordonner. Après, on va faire les liens, les trucs, les machins, mettre les agents en face. Ça, c'est la première phase qui est déjà très amusante. Ensuite, il y a la deuxième phase de la mission où chacun des agents va s'occuper de son problème dans son coin et on va lancer des dés à 6 faces pour savoir si on résout l'embûche ou pas. Sachant que pour chaque problème, il peut y avoir plein de soucis en fait. Parce que quand on rate, ça va tout décaler. Parce que si l'agent X n'a pas réussi à résoudre le problème B à temps 1, soit on le décale, c'est-à-dire qu'on va devoir le résoudre en temps 2, mais du coup on perd du temps, il va y avoir des menus. Enfin, soit il est plus en mesure de résoudre le problème, du coup c'est l'agent Z qui va le faire, mais l'agent Z il n'a pas la bonne compétence. Enfin, c'est tout. Dès que tu commences à jouer, au premier échelle, ça fait boule de neige et ça part dans tous les sens. Et si jamais les joueurs et joueuses autour de la table ont de la chance et réussissent leur problème un peu trop vite, le coordinateur, qui est un peu le MJ parce qu'il cadre, il machin, il fait des trucs, il a des points d'embûche pour éventuellement créer un nouveau problème imprévu. Tout se passe un peu trop bien, en fait, tel membre de l'agence vous a trahi. Du coup, tu as un nouveau problème, le traître, et du coup, les méchants, ils ont toutes les infos sur vous, et du coup, tous les autres problèmes vont être décalés, parce qu'il faut d'abord s'occuper du traître, et ainsi de suite. Et on joue comme ça pendant 2, 3, 4 heures, une soirée, ça peut aller jusqu'à une soirée. Souvent, c'est un peu plus court. Moi, les parties que j'ai fait, c'était plutôt de l'ordre de 2 heures. On crée notre mission, notre générique, nos agents, et on résout nos problèmes. C'est un jeu qui est surtout fait pour du one-shot, mais il y a quand même un petit système de campagne, sachant que quand tu joues en campagne, ça va être exactement le même principe, sauf que pour chaque mission, tu vas pouvoir être plus ou moins compromis, quoi. Quand tu joues en one-shot, t'es vite mort, en fait, ou capturé. Quand tu joues en campagne, tu as en plus un petit système de stress pour ton agent et un système d'attache de famille, de proches, qui vont être mis en danger si toi, tu as été compromis pendant la mission. Et du coup, ça permet de rajouter des enjeux un peu à plus longue échelle. Donc du coup, on est plus sur un jeu de storytelling que sur un vrai jeu narratif où on joue quand même ces scènes de problèmes. On joue ces scènes parce qu'après, quand tu réussis ton problème, tu vas quand même décrire comment est-ce que tu réussis à soudoyer les gardes, à t'enfuir en courte-visite. Et tu as la main, en fait. Donc, après, tu pourrais très bien dire, l'obstacle garde, il est terminé. Mais en général, comme c'est quand même un jeu de rôle, tu as envie de roleplayer ça, tu as envie de rajouter des trucs, tu as envie de faire la surenchère. Et puis, ça va dépendre aussi de ton agent. Si jamais tu es la femme fatale en robe rouge à la Matrix, le problème garde, tu vas pas le résoudre de la même manière que si jamais tu es le gros bras. Le gros bras, il va raconter comment est-ce qu'il fait du karaté, comment est-ce qu'il prend 2 gardes, il les tabasse les uns sur les autres, alors que l'autre va nous faire un truc interdit au moins de 18, et puis hop, on passe à la suite. Et du coup, tu as vraiment... on lance les dés uniquement pour savoir si on résout l'obstacle, si on résout le problème, et si on le résout au temps correct, ou si ça va être délayé, ou si on est compromis. Et après on se lance, quoi. On peut décrire tout un tas de trucs divers et variés. Et même s'il y a un côté très mécanique sur la résolution des problèmes, après le roleplay, il se fait quand tu crées ton agent, il se fait lorsque tu fais le générique, parce que chaque agent va décrire une scène forte où son personnage est mis en valeur pour le décrire, et voilà. Mais oui, sur la résolution de problème, il y a un petit côté mécanique en amont où c'est tu réussis ou tu réussis pas, et comment ça se passe, et ensuite seulement on passe à la description et à l'incarnation de ce personnage. Tout le monde joue un personnage, il n'y a pas vraiment de MJ. Les personnages sont prétirés. Un peu quand même, le coordinateur, il joue l'agent coordinateur, donc qui dit, qui est au Tokiwaki, puis qui dit aux agents, faites ceci, faites cela, attention, il y a un problème. Mais c'est aussi lui qui joue les antagonistes, et c'est aussi lui qui peut créer des problèmes prévus. Mais ouais, sinon, la plupart du temps, on joue tous un agent différent. Et donc les personnages sont préexistants ou on crée vraiment son agent sur mesure selon l'envie du moment? On crée un personnage en début de partie lors du générique, et pour créer un personnage, ça va être principalement un type de contrat. En gros, les types de contrats, c'est le technico-scientifique, donc c'est l'informaticien, le geek, le laborantin. T'as le social, c'est le fixeur, celui qui négocie, qui discute. T'as l'opération secrète, c'est le fufu, quoi, c'est le voleur, c'est le furtif, celui qui s'infiltre. Et t'as le terrain d'intervention, c'est le gros bras. Ça, c'est ton premier truc. Tu choisis un type de contrat, donc voilà, c'est ton type de personnage, un peu ta classe. Et ensuite, tu choisis des diplômes et des expériences professionnelles.
c'est des traits libres en fait. Tu mets vraiment ce que tu veux et ça te permet d'avoir des bonus quand tu vas résoudre les problèmes. Par exemple, comme diplôme, diplôme de physique nucléaire du MIT. Quand tu vas devoir désamorcer ta bombe, le fait d'avoir un diplôme de physique nucléaire du MIT, ça va t'aider. Et les expériences professionnelles, c'est des trucs fantastiques que tu inventes par rapport à ta précédente carrière avant de rejoindre l'agence. Par exemple, ancien vétéran de la guerre d'Afghanistan. Voilà, s'il y a des guérillas, des machins, des trucs, voilà, moi j'ai fait l'Afghanistan, je connais, machin. Tu peux mettre tout et n'importe quoi. Tu as un diplôme, une expérience professionnelle et tu mets vraiment tout et n'importe quoi dedans. Quoi. Tu peux même être une danseuse étoile. Quoi. Dans tes expériences professionnelles anciennes, des danseuses étoiles. Et puis ça marche très bien. Du coup, c'est un jeu qui est quand même plutôt relax ou c'est un jeu quand même qui se veut sérieux ou selon l'envie des joueurs? Quand tu lis le livre, il y a une petite touche d'humour dedans. Mais c'est pas un jeu décalé. Quoi. C'est pas du NS, c'est pas du One Day Repeat. T'es quand même censé le jouer sérieusement, je pense. Niveau matériel, donc on a besoin de dés, on a besoin De de nos fiches de dés. perso ou même pas? La fiche de perso, c'est vraiment, t'as vraiment pas grand chose. Elle est là, la fiche de perso. T'as l'état de l'agent par rapport aux blessures, t'as ton type de contrat, ton diplôme, ton expérience professionnelle et les proches à protéger. Ça, c'est uniquement pour les campagnes. Du coup, c'est bien d'avoir la fiche de perso, mais je veux dire, t'as 3 trucs, tu pourrais très bien avoir une feuille de papier. Non, ce qui est important, c'est les dés et puis surtout des post-it pour les problèmes. Quoi. C'est surtout ça qui va être utile. C'est pour ça que je disais dans un bar, un café, machin, avoir tout un tas de post-it et marquer les problèmes, il faut avoir de la place. Quoi. Je crois que pour une partie, tu fais 7-8 problèmes. Quoi, donc, t'empiles quand même un certain nombre de fiches. Mais pour revenir à ta question, le ton du bouquin est relativement sérieux. Ce message se donnera après lecture. Vos agents s'exposent à endosser la responsabilité pénale de leurs actes s'ils sont capturés des frontières. C'est assez sérieux. Quoi. Du Mission Impossible Agence Touriste, c'est assez sérieux sans être trop noir. Par contre, comme les problèmes sont inventés par les joueurs, que le prologue est inventé par les joueurs, et que le générique et les personnages sont inventés par les joueurs, rien ne t'empêche de faire n'importe quoi. Tu peux très bien inventer que ton agent est là, rouge à lèvres, qui tire des lasers, ou que, enfin, tu n'as pas vraiment de limite de système de veto, quoi que ce soit. Du coup, tu pourrais très bien, en fonction d'étapes, passer sur du complètement burlesque. Quoi. Tu pourrais faire l'inspecteur Gadget. Hein. Pour ma part, je vais vous parler d'un jeu que j'affectionne tout particulièrement et qui s'appelle Lovecraftesque. C'est un jeu de type storytelling, hein, donc on va raconter ensemble une histoire. Et le but du jeu, ça va être de créer une histoire, pas du mythe de Cthulhu, comme on pourrait s'y attendre, mais créer une histoire dans le style de l'auteur Lovecraft. En fait, le jeu a été tiré d'un autre livre qui explique toute la mécanique qu'il y avait au niveau de l'écriture sur l'auteur, comment il faisait pour que ses livres fassent peur et pour que ce soit efficace. Et il y a des gens qui ont mécanisé ça en jeu de rôle. Donc en fait, dans Lovecraftesque, on va jouer à deux niveaux. On va raconter l'histoire d'un personnage qui va être le témoin, donc qui va subir, qui va être le personnage central de notre histoire. Et on va avoir une partie où on va être nous-mêmes et on va établir du coup des théories avec notre connaissance en tant que personne, en tant que joueur, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de se passer à ce personnage. Donc, comment ça fonctionne ce truc-là? On va commencer par créer un setting rapidement. Donc, on va dire dans quelle époque on a envie de jouer. Éventuellement, les sujets qu'on ne souhaite pas voir abordés, parce que c'est soit des sujets qui nous dérangent, voire des sujets qu'on trouve inintéressants. Par exemple, dire j'ai pas envie qu'il y ait des cultistes, parce qu'il y en a dans toutes les histoires et ça me gave. Ensuite, on va choisir un personnage. Donc, le personnage qui sera le témoin, ça va être le héros de l'aventure. Ce personnage, il va avoir un ou deux traits de caractère dominants et il va également avoir une force, quelque chose qui va le pousser à continuer et à rester malgré l'étrangeté de la situation. Et à partir de là, on se lance. Pour se lancer, donc on va avoir une personne à la table qui va jouer le témoin. Donc il va jouer le joueur. Il va dire ses actions, il va dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, et surtout, il va essayer de rationaliser tout ce qu'il va croiser, parce que ça fait un des codes dans le style littéraire.
Il faut que l'horreur soit toujours rationalisable. Par exemple, si je vois une espèce d'empreinte énorme, bah, il y a peut-être un gros ours dans la région. C'est pas forcément qu'il y ait une espèce de créature dégueulasse à moitié mutante, qui veut tous nous dévorer. Et un des autres codes du genre, c'est il n'y a jamais d'horreur, de violence, d'actes agressifs. Donc on n'aura pas le personnage ne se fera jamais agresser, il y aura pas de fusillade, de choses comme ça. Et donc voilà, on a un des joueurs qui va être le témoin, un des joueurs qui va être le narrateur. Donc le narrateur, lui, son boulot, ben, ça va être de mettre en place un de ces indices. Donc quelque chose d'étrange, quelque chose qui va lancer un peu le surnaturel, toujours en gardant cette optique de il faut que ce soit rationalisable quand même par le héros. Et les autres Ça se joueurs, joue à 2 du coup? ça se joue à deux. Enfin, idéalement, ça se joue à trois. Parce qu'on a un troisième rôle qui va être D'accord. l'observateur. Et l'observateur, en fait, va apporter des petits détails. Il va également pouvoir interpréter des PNJ, des choses comme ça. En fait, il est là pour épauler le narrateur. Et donc, ça, en fait, ça va jouer comme ça. Le narrateur va poser une scène. Euh, Dans l'avancement de la scène, il va poser un indice qui va être clairement dit une fois la scène terminée, histoire que tout le monde à la table soit au courant. Une fois que la scène est terminée, ben, on a une espèce de temps de pause où chacun, de son côté, sans en parler avec les autres, on va dire, eh ben, pour moi, cette espèce d'empreinte de loup, eh ben, c'est une créature des marais, c'est quelque chose. Mais on garde cette conclusion uniquement pour soi. Et une fois donc la scène finie, on va échanger les rôles. Donc le narrateur va devenir le témoin, l'observateur va devenir Le le narrateur. narrateur, etc., etc. Et en fait, on va continuer comme ça, on va faire des tours. Donc l'histoire va se créer, enfin on va découvrir des éléments, des indices de l'histoire au fur et à mesure, sauf que au final, personne ne sait vraiment ce qui se passe. Et donc chacun va écrire sa propre théorie en tant que joueur par rapport à ses connaissances propres du background. Donc de qu'est-ce qui est réellement en train de se passer dans la situation de ce personnage. Donc on va faire entre 5 et 8 tours comme ça. Et après, on va faire une scène de descente de l'horreur. Donc ça va être une scène très très rapide en fait, où on va faire un basculement qui vont confronter le personnage principal au surnaturel. Et donc il va vraiment avoir devant lui, qui va arriver à la conclusion de son chemin et qui va faire face à l'horreur. Et finalement, on aura une dernière phase de jeu où un des joueurs, celui qui a l'inspiration par rapport à tous les indices qui ont été donnés, va essayer de lier tout ça ensemble et de donner forme et va raconter sa version de la fin de l'histoire, de qu'est-ce qui se passe réellement pour ce protagoniste. Et après, on fait un petit épilogue pour dire ben, qu'est-ce qui est arrivé à l'horreur, qu'est-ce qui est arrivé au témoin. Et voilà. Donc, en fait, c'est un jeu qui est Et vraiment. du coup, Ouais. à aucun moment, tu confrontes ta théorie tu confrontes ta théorie que tu as eue à un moment là. À aucun moment, tu la valides ou tu l'invalides. À C'est aucun juste moment. pour toi. C'est que pour C'est toi. pour t'amuser toi à essayer de Bah, deviner ce que ça voilà, peut être. toi, ça peut t'aider dans tes choix lorsqu'il va falloir que tu rajoutes des nouveaux indices. Parce que si tu as déjà une vague idée de ce qui se passe, ben, c'est vrai que ça peut être une difficulté de réfléchir à un truc bizarre qui sera un indice. Et aussi, ça va aider pour la fin de la partie, si tu arrives à lier tous les indices ensemble et avoir une fin qui te semble convaincante, intéressante. Mais sinon, non, c'est vraiment que pour soi, sachant que généralement sur toutes les parties que j'ai faites, à la fin, ben, tout le monde donne sa propre petite théorie de où est-ce qu'il en était arrivé. Et des fois, on arrive sur des trucs très très sympas. Et du coup, quand tu fais la scène où tu fais vraiment le passage à l'horreur, où tu vois entre guillemets l'horreur, par rapport à la personne par rapport à la personne qui est le narrateur à ce moment-là, ça va, j'imagine, pointer plus ou moins vers sa théorie, non? Tout à fait. C'est un peu le principe. Voilà, il y en a un qui va devoir faire sa théorie, sachant que ta théorie est bien sûr sujette à évoluer en fonction des différents indices qui sont révélés au fur et à mesure. Voire elle peut changer du tout au tout, à partir d'un moment, il y a un élément clé et ça fait que, ben, du coup, on dit: «Ah ben non, en fait, clairement, c'est ça qui se passe» et Trop compliqué du coup de jamais avoir le contrôle sur l'histoire parce que vu qu'à chaque fois
c'est une personne différente qui met des indices, ça veut dire que techniquement, à aucun moment, toi, tu as le contrôle sur quoi que ce soit, en fait, que tu sois narrateur ou témoin. Tu sais que si tu es narrateur, le narrateur d'après, ton indice super cool que tu avais inventé, bah, il va en mettre un qui contredit ça, donc t'oublies. Ben, en fait, c'est un côté très, très sympa parce que tu sais pas du tout où va l'histoire et, et du coup, ça permet de créer en fait cette ambiance à la table parce qu'on est quand même sur en fait une longue création de la tension. C'est un petit peu vraiment le principe du truc, c'est des histoires qui sont normalement très détaillées avec une construction lente et à la fin, il y a tout qui s'accélère et qui explose. Voilà, et c'est vraiment ce qui fait un petit peu le charme de l'histoire. Et du coup, le fait en jeu de ne pas du tout savoir où ça va, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que tu trouves. Donc, même si toi, tu as pu mettre un indice qui va un peu dans ta direction, c'est. Non, je vois ce que tu veux dire. Il y a quand même une sorte de convergence entre le témoin qui sait pas ce qui lui arrive et puis toi qui sais pas non plus, même avec ton regard narrateur, qui sait pas non plus ce qui va lui arriver parce que ça se construit en simultané. Du coup, moi, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, un truc qui me fait rigoler, c'est que tu dis que dans le style de Lovecraft, il n'y a pas de violence. J'ai envie de dire l'appel de Cthulhu, alors ils ont rien compris. Et ça, c'est du troll. Ça, c'est moi que ça amuse. Parce que non, moi, j'en ai vu de la violence dans l'appel de Cthulhu. Hein. alors, du coup, c'est vraiment dans l'histoire, tu peux avoir de la violence, mais normalement, elle n'est pas directement sur les personnages. Donc, c'est vrai que ben, sur l'appel de Cthulhu, justement, il y a le récit d'une bataille, mais c'est le personnage principal lit le récit, mais n'y participe pas. Du coup, ouais, ça a l'air sympa. Ça fait un peu penser au Cadavreski version jeu de rôle. C'est un petit Tu sais, les vieux peu trucs cet où esprit. Oui, oui, tout à fait. où t'écris chacun un bout de phrase. Et puis voilà, j'ai pas d'autres questions. Si, tu dis que ça fait 7-8 tours, mais ça dure combien de temps du coup? Parce que chaque fois, une scène, ça fait quoi, 20 minutes, une demi-heure? Alors, c'est vraiment très, très dépendant, des joueurs, sachant qu'il y en a qui vont avoir des fois des idées très, très courtes. Il va se passe limite, au milieu d'une scène d'action, avoir quelque chose qui va déclencher un indice, voilà, entreapercevoir quelque chose au détour d'une ruelle, ça peut prendre que quelques secondes, voire, trouver une information dans le journal, et c'est fini. Ou alors on peut avoir des constructions beaucoup plus lentes. C'est vraiment à l'appréciation des joueurs. Donc, j'ai eu des parties qui ont fait 1 heure et quelques, et j'en ai qui ont fait plus de 4 heures. Donc, ça D'accord. dépend. Ça dépend vraiment de l'inspiration, de la motivation. Sachant que le jeu propose également un système de cartes optionnelles qui permet d'inclure en fait de casser les règles de narration et de pouvoir inclure des événements perturbateurs. Je les ai pas trouvés super intéressantes à jouer, mais ça existe. Voir ça peut peut-être être bien si vous êtes pas trop habitué au genre et que vous manquez un peu d'inspiration. Dernière question. Quel est lequel des trois rôles tu préfères, toi, quand toi tu l'as testé plusieurs fois, tu préfères être le narrateur, l'observateur pour ajouter les détails ou le témoin qui s'en prend plein la tronche, potentiellement? Alors c'est vraiment très difficile, comme question parce que, ben, le témoin, ça va dépendre beaucoup du personnage parce que, il y a des personnages avec qui forcément on va avoir des connexions, vu qu'on va tous jouer le même personnage. Sauf que, bah, des fois, c'est des personnages qui me parlent moins, tout simplement. Après je reste un grand amateur d'être le maître de jeu, donc c'est vrai qu'être narrateur, c'est toujours sympa. Hem Et j'aime bien trouver des petits indices un peu bizarres qui vont, complètement dans tous les sens. Et observateur, bah, ça va dépendre beaucoup de qui est narrateur à ce moment-là, s'il laisse suffisamment de place pour, rajouter des détails et cetera. C'est vrai que j'ai un j'ai eu un narrateur qui aimait beaucoup les scènes de dialogue et cetera, du coup qui profitait qu'on était plusieurs, observateurs, sachant qu'on n'est pas obligé de jouer à 3, on peut jouer à 4 ou à 5. Donc, on a eu des grosses scènes de discussion au cours de la partie et c'est vrai que ça a été une partie où c'était vraiment sympa d'être observateur. Donc je dirais narrateur pour répondre à la question, mais vraiment ça dépend beaucoup de la partie et les rôles sont tous intéressants. Sauf éventuellement observateur si jamais, le narrateur a du mal à laisser la main. Ce qui peut être mon cas, je l'avoue. Du coup, c'est à nouveau à mon tour, et moi je vais vous parler d'un jeu qui malheureusement est dans une boîte d'édition décédée.
Toujours la boîte à eux, en fait. Je crois que j'ai une espèce d'amour pour la boîte à eux. C'était déjà chez eux qu'il y avait Breaking the Ice, c'était déjà chez eux il y avait je sais plus quel autre jeu. Mais ils ont aussi fait Unmighty 2, enfin la version française. Murderous Ghost. Unmighty 2, c'est pareil, je sais pas si on peut le retrouver. Mais c'est un jeu pour faire la Sword and Sorcery, pour faire du Conan, quoi, basiquement. Avec des vilains sorciers surpuissants, une magie rare et crainte, des barbares, ce genre de choses. Et c'est un jeu, en fait, qui va fonctionner. C'est un jeu relativement simple, en fait. Tes persos, ils ont 3 caracs. Sorcier, guerrier et zut. Non. Aventurier. Aventurier, voilà. Là, elle est moins évidente parce que c'est pas un archétype, mais en gros, c'est ce que c'est faire ton personnage. Le sorcier, c'est les magiciens, et puis c'est aussi les érudits, c'est le savoir. En gros, c'est le savoir. Guerrier, c'est la bagarre, et puis aventurier, c'est fourre-tout, quoi. C'est le rôle voleur, mais c'est aussi escalader, c'est tout n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est pas vraiment ça, parce que ça, au final, c'est un système LDD. Plus t'es fort, plus t'as des nombres de faces. C'est pas ça qui permet de jouer sans préparation. Ce qui va permettre de jouer sans préparation, c'est qu'en fait, chaque personnage va avoir un attribut D20. C'est un gros trait de caractère qui est lié à un D20, parce que quand tu le trahis parce que histoire, parce que narration, fiction, t'as un bonus de D20 exceptionnellement. Mais c'est surtout des grosses caractéristiques comme dur, froid, humain, mercenaire, fidèle, fataliste, civilisé, blablabla. Chaque personnage va avoir un gros trait de caractère qui le définit. Et même si c'est dans un univers de Sword and Sorcery, il n'y a pas d'univers préétabli. Ça se joue avec un meneur de jeu, et au départ, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va prendre une feuille blanche, à 4 ou à 3, même si on est bien motivé et qu'on veut faire ça encore plus grand. Et sur chaque coin de la carte, les joueurs, vont écrire le trait de leur personnage. Par exemple, si toi, tu es un mercenaire, tu vas écrire en haut à droite mercenaire. Puis l'autre va écrire fataliste. Puis l'autre va écrire désespéré, et ainsi de suite. On met les caractères comme ça sur la fiche sur la feuille, et ensuite, le meneur de jeu va dessiner un élément et le nommer. Par exemple, la tour du sorcier, du sorcier fou. Sachant que plus on se rapproche d'un caractère, plus ce lieu va être teinté par ce caractère. Par exemple, si la tour du sorcier fou, on le met à côté de désespéré, il va y avoir quelque chose de désespérant dans cette tour du sorcier. Peut-être qu'il est en ruine, ou peut-être que le sorcier fou, il est désespéré, et puis son désespoir se transmet à la région. Enfin, il va se passer un truc. Du coup, le meneur de jeu va faire ça. Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur va dessiner un élément et le nommer sur la carte, n'importe où. Et à l'inverse, plus tu t'éloignes d'un élément, moins ça va être important. Par exemple, s'il y a un truc qui est, je sais pas moi, tu as noté guerre, si jamais tu dessines un élément super loin de la carte de guerre, c'est sans doute un royaume en paix. Et du coup, chacun à notre tour, on va comme ça dessiner un élément, 2 éléments, 3 éléments, et surtout les nommer. Si possible, avec des noms évocateurs, on va pas dire tour 1, on va pas mettre village B, mais ça va être le petit village des pêcheurs. Comme ça, tu sais qu'il y a de la pêche, tu sais qu'il y a des pêcheurs, tu sais qu'il y a de l'eau à côté. Enfin, tu peux dessiner des lacs, tu peux dessiner des villages, des villes. Enfin, tout le monde dessine. Bon, après, on est parfois nul en dessin. Moi, j'ai dessiné un poisson bite sans faire exprès. C'est une anecdote que j'aime toujours raconter parce qu'au final, j'ai voulu dessiner un lac avec un poisson, puis les gens ils ont trouvé que ça ressemble à une bite. Du coup, après, t'es dans la merde parce que ce qui se passe après, c'est que quand on est content de ce qu'on a dessiné, quand tu commences à avoir une belle carte, c'est ton bac à sable. Et OMJ de se débrouiller en 10-15 minutes pour voir la carte et puis choisir un lieu au hasard ou choisir plusieurs lieux, faire un voyage. Mais voilà, il n'y a pas de scénario préétabli, on se lance dans cette carte. Le meneur de jeu vous lance dans cette carte. Il vous dit, voilà, vous êtes à tel endroit où vous devez faire tel truc. Enfin, on lance l'aventure, une petite situation initiale, machin à improviser, mais c'est le seul truc qu'on prépare en amont, c'est la carte. Donc ça, c'est déjà très sympa, même si c'est pas évident. J'ai joué 2 fois en tant que joueur, 1 fois en tant qu'MJ. C'est pas évident de trouver l'histoire qui va bien, parce que t'as pas tant d'éléments de ça auxquels te raccrocher à part les lieux. C'est combien d'éléments en moyenne par joueur que tu dessines ? 3-4, pour que la feuille elle soit bien remplie, quoi. Ils disent de s'arrêter quand ça commence à ressembler à quelque chose. Mais en gros, dans le livre, tu as 2 exemples de cartes toutes faites, là, en fait. Là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 éléments, et puis les autres pareil. Sachant en plus que c'est bien fait parce qu'ils ont des exemples à différentes tailles. Que t'es pas obligé de faire une carte du monde, tu vois. Tu peux très bien faire la carte d'un village, avec l'église, la boulangerie, l'écurie. Enfin, t'as pas besoin de voir forcément grand. Ou à l'inverse, quelqu'un peut dessiner carrément un continent, quoi. Le premier joueur, il dessine un continent. Toi, tu dessines un autre continent, puis tu dessines des îles et tout ça, mais
t'as pas forcément de trou d'échelle. Ça, c'est la première chose intéressante, c'est que tu as une sorte de bac à sable géographique avec des noms et des noms qui claquent, et ça te fait ton accroche de scénar. Et l'autre chose intéressante aussi, c'est qu'en fait, à tout moment dans l'histoire, les personnages les joueurs, pardon, peuvent faire des jets de sorciers, de savoir, pour savoir quelque chose. Chaque fois, en fait, qu'ils vont rencontrer un nouvel élément dans la fiction, ils peuvent demander à faire un jet de sorcier. Et s'ils réussissent, ils inventent ce que leur personnage sait. Tu rencontres le bourgmestre de la ville, je le nomme, et puis je lui dis que voilà, vous le voyez, il ressemble à ça. Tu peux faire un jet de savoir, oui, bah, si tu réussis un certain seuil, tu peux inventer un fait, deux faits, ou trois faits, je crois, si tu es vraiment le meilleur, par rapport à ce personnage. Et pareil pour les lieux que tu rencontres, pareil pour tout, en fait. Les objets et les lieux, tout, en fait, les joueurs, s'ils sont suffisamment doués, à l'inverse, s'ils se ratent, c'est des faits qui sont faux, que toi, en tant que meneur, tu vas leur donner, et puis voilà. Et ça permet de donner une grosse béquille au meneur de jeu. D'accord, t'as que la carte, t'as pas de PNJ qui ont été préparés, les lieux ils sont pas préparés, tout ça, mais comme t'as cette possibilité-là, que les joueurs puissent inventer des trucs, bah, ça marche quand même à peu près bien, même si j'ai un amour assez compliqué avec ce jeu, parce que j'ai joué 3-4 fois, j'ai fait meneur, j'ai fait joueur, et j'ai l'impression que j'ai pas encore réussi à extraire la subtilité de moi de ce jeu. J'ai fait des parties moyennes. L'anecdote du poisson bite, c'était rigolo, mais voilà, quoi, au niveau ambiance, c'est pas trop ça pour la Sword and Sorcery. Il y a des difficultés. J'ai aussi rencontré une autre difficulté sur le joueur qui joue pour la gagne. Quand tu peux inventer des faits sur tout, c'est oui, alors vous avez tel groupe de mercenaires super célèbres et tout qui arrive. Ah bah tiens, je vais faire un jet de savoir pour savoir ce que je sais sur eux. Bah je sais qu'au dernier ravitaillement, il y a eu un souci, du coup ils ont pas d'armes. Du coup, effectivement, tu vas avoir un avantage parce que les mercenaires super forts ont pas d'armes, mais niveau histoire, c'est moins bien que bah tiens, on sait que leur chef il a Après, tué un dragon à main nue, tu vois. ça reste un univers collaboratif, donc je pense qu'il faut quand même préciser aux joueurs avant, histoire d'être tous dans le même mood. Bah, en fait, c'est un peu souvent sur les jeux storytelling, on n'est pas là pour jouer sur la game, on est là pour raconter une belle histoire. Et, euh, et Il y a c'est ça, voilà. et puis le truc aussi qui fait que c'est moins évident, c'est que à part cette côté préparation et savoir, c'est un jeu classique. T'as 3 caracs, t'as des compétences qui vont être tes caracs, tu lances les dés pour sortir ici. C'est ça qui est assez déroutant avec ce jeu, c'est que t'as la partie préparation de cartes qui est vraiment storytelling où tout le monde dessine et nomme des éléments. T'as la partie jet de savoir et fait où n'importe qui peut inventer des faits sur le monde. Mais après, dans la majorité du temps, c'est carac plus compétences. Quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas forcément évident. C'est que quand tu es dans un pur storytelling comme l'agence, tu sais que tu vas pas jouer pour gagner parce que c'est un jeu où tu racontes une histoire. Là, le jeu, il est un petit peu entre les deux. Il est un petit peu entre les deux. Donc voilà, moi j'ai eu beaucoup de parties moyennes, mais j'ai essayé plein de fois et un jour peut-être que je ferai une partie excellente avec ce jeu. En tout cas, j'ai toujours le PDF dans un coin. Je réessayerai peut-être un jour. Bah, du coup, pour continuer sur des jeux bien joyeux, hein, parce que en fait, je suis un peu habitué à ce que tu proposes toujours des trucs super fun, donc je me suis dit, je vais partir sur du super sombre. Aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu. Sombre. Ah non, sombre, il Eh faut en non, préparer un petit peu quand même. ouais, mais non, faut trop Un préparer petit sur le peu sombre. quand même. Non, je vais vous parler d'un jeu de Vivien Féasson, Perdu sous la pluie. Donc, Perdu sous la pluie est un jeu qui n'est pas rigolo. Dans Perdu sous la pluie, on joue des enfants qui sont perdus sous la pluie. Donc, plus précisément, on va jouer des enfants qui ont entre 6 et 12 ans, qui se sont retrouvés séparés de leurs parents un jour de pluie et qui se retrouvent dans une espèce de réalité alternative un petit peu dégueulasse et qui sont poursuivis par les sirènes de l'orage. Et, et dans Perdu sous la pluie, en fait, ça va être un jeu qui est presque joueur contre joueur, parce qu'on va avoir un seul joueur et tous les autres dans le groupe vont jouer l'adversité. Donc, qui vont jouer toutes les emmerdes, les noires pensées, le sentiment de rejet qu'on peut avoir, etc. Et, après, en fait, ce rôle va tourner. On va toujours avoir qu'un seul joueur et tous les autres vont jouer l'adversité. Et Il est terrible ce jeu. Il ah, est horrible ce jeu. il est horrible. Il est fabuleux, mais il est horrible. Sachant que à la fin, il n'y aura qu'un seul enfant qui survivra ou en tout cas qui pourra s'en sortir.
Ça Ou même sera pas un d'ailleurs. Je crois que tu peux même en avoir 0 si vraiment. voilà. En fait, à la fin, donc dans le jeu, au début du jeu, on va recevoir 10 jetons qui vont être nos attaches. Donc ces attaches vont être ce qui nous relie au groupe, ce qui nous donne un petit peu d'espoir. Et si à un moment on s'isole parce qu'on a été trop rejeté par le groupe, parce que la situation devient trop difficile, eh ben, on est perdu et on est perdu à jamais. Et à la fin, il y aura un des enfants à qui il restera encore un jeton. Et lui, il pourra terminer son histoire. Sauf que ben, elle pourra finir en bien ou en mal, hein. Donc voilà, niveau préparation, ça va très très vite, hein. On a juste besoin des jetons. On a une très courte description à faire. Je m'appelle un tel, j'ai entre 6 et 12 ans, j'habite dans tel type de maison. Je me souviens de mes parents à cause de, j'ai très peur d'eux. Et le j'ai très peur d'eux est important parce qu'on va voir les autres joueurs qui vont pouvoir s'en servir. Je crois que j'ai été abandonné parce que j'étais méchant, parce que ci, parce que ça. Et Ça des, aussi, les autres peuvent s'en servir. voilà. Et des fois, je fais des cauchemars sur quelque chose qui nous a traumatisés. Et déjà, pour que ça commence bien, une fois que tout le monde a fait cette mini description, tout le monde va écrire le nom de l'enfant qui lui semble le moins adapté au groupe, va le mettre dans un chapeau et on va tirer du coup au hasard le nom du premier joueur. Et à partir de là, donc, ben, on rentre dans l'histoire. On va avoir tous les joueurs qui vont jouer l'adversité, qui vont s'adresser à l'enfant. Il y a une forme de narration qui est très très mécanisée dans ce jeu et qui a vraiment son importance pour que ça marche. Donc on va avoir chapitre 1, le nom de l'enfant. Et à partir de là, ben, celui qui va jouer l'enfant va s'exprimer uniquement à la première personne. Il va également dire ben, tout ce qu'il fait, mais tout ce qu'il ressent à voix haute. Et les autres joueurs donc vont jouer l'adversité. Eux ne vont parler que à la troisième personne. Ils vont s'adresser aux joueurs actifs par le tu. Et même leur propre personnage, ils ne pourront les utiliser que à la troisième personne, donc en décrivant les actions du personnage, mais on ne saura jamais ce qu'ils ressentent au moment du chapitre consacré à l'enfant. Et donc l'adversité. L'adversité, ben, elle va faire les sirènes, elle va faire le doute, elle va faire le sentiment de rejet. Et lorsque il va y avoir ben, ces moments un petit peu noirs, ils vont pouvoir s'emparer des jetons, les arracher aux joueurs en cours. Et donc, comme dit précédemment, une fois qu'on n'a plus de jetons, eh ben, on est éliminé de la partie. Cela dit, on peut toujours jouer l'adversité une fois qu'on est éliminé. Mais en tout cas, notre enfant est perdu à jamais. Sachant qu'on peut enlever qu'un seul jeton par Par tour, chapitre. par chapitre, ouais, plutôt que par tour. Et bon, cela dit, on n'est pas non plus qu'une victime. Si à un moment on a le sentiment, en étant l'adversité, que la situation est injuste, on peut sacrifier un de ses jetons pour le donner à un autre au joueur dont c'est le chapitre. Et donc lui venir en aide, lui porter assistance. Ou alors, si on est le joueur dont c'est le chapitre, on peut montrer justement qu'on n'est pas d'accord, exploser de rage. Et dans ce cas, on va se défouler contre un autre joueur. Et dans ce cas, on va perdre un jeton et cet autre joueur va perdre un jeton également. Mais on va également gagner les droits de narration. Donc on va pouvoir s'en sortir par rapport à ce que nous propose l'adversité. Et je crois que c'est à peu près tout pour Perdu sous la pluie. Je l'ai pas avec moi et c'est bien dommage, mais c'est un très joli livre Ah, je l'ai en PDF, mais oui. qui est au format carré italien et avec des illustrations très minimalistes, un peu typé sur ben, les vieux livres pour enfants. Ça marche extrêmement bien. Je crois qu'il vaut une dizaine d'euros. Bref, je ne saurais que trop le conseiller. Cela dit, jouer en toute connaissance de cause, c'est un jeu qui est pas évident, qui peut créer des vraies tensions à table selon comment c'est fait. Donc voilà, Tu peux perdre des amis, quoi. prenez le temps de faire la part des choses. Ne faites pas une partie surprise de Perdu sous la pluie. Jouez avec des gens consentants et parfaitement au courant de ce que ça va être. Parce que c'est un jeu qui est ben, pas facile, mais qui fait des parties dont on se souvient, qui sont vraiment très prenantes, très haletantes. Et du coup, toi, t'as déjà donné des jetons dans Perdu sous la pluie. Alors j'y ai très peu joué, donc non.
Parce que moi, ça me semblait, moi, j'ai fait que le lire, donc je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est un choix un peu sous-optimal, tu vois. Bah, J'ai pas l'impression que ce soit après, c'est peut-être mon côté ultra ludiste, mais je me dis, si je joue à Perdu sous la pluie, mon gamin, il survit à la fin. Donc je donne pas de jetons. j'ai envie de te dire oui et non, parce que lorsque c'est ton chapitre, tu n'es pas aussi non plus obligé de prendre le jeton d'un autre joueur. Donc au final, tu joues beaucoup sur ce facteur sympathie. Hmm. Parce que bien sûr, tu as envie de survivre, mais faut aussi que tu donnes envie aux autres que ton personnage survive. Parce qu'au final, c'est pas vrai. Toi, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Oui, donc des fois, c'est vrai que aider un autre joueur, ça peut lui apporter des points, on va dire, si tu as envie de jouer la gagne. Mais encore une fois, c'est un jeu où on est là pour raconter une histoire tragique, une histoire difficile. Mais, mais gagner n'est pas. Être le dernier enfant n'est pas forcément gagner. C'est beau ce que tu dis. Parce que au final, on a. On peut être tenté de ne pas s'en sortir, de ne jamais sortir de l'orage et de finalement, on est le dernier enfant et on se retrouve isolé comme les autres. J'aime beaucoup les jeux fatalistes. Mon jeu préféré, c'est Ten Candles. Il y a un autre truc que j'aime bien aussi, et je crois que c'est dans tous les jeux du Reniverse, c'est que c'est écrit avec des fautes d'orthographe mignonnes. Oui, c'est volontaire. J'aime beaucoup. C'est les sirènes de l'averse, c'est l'aversité d'ailleurs, c'est pas l'adversité, c'est l'aversité, il me semble, dans mes souvenirs. C'est vraiment chouette. Je tiens aussi à dire que c'est un jeu qui marche particulièrement bien en physique et beaucoup moins bien en virtuel. À Parce cause des jetons. il y a une véritable impact narratif de prendre physiquement le jeton d'un joueur. On s'en rend pas compte tant qu'on n'y a pas joué, mais il Tu veux y dire a qu'il y a une sorte de violence quand tu vois la personne te prendre le jeton, même te plus prendre ton loin, attache. toi prendre le jeton, il y a un petit côté mal à l'aise. Ça reste ton pote avec qui tu joues et t'as pas spécialement envie de lui infliger ça, mais faut le faire, tu vois. Et il y a vraiment ça te prend au trip, ça fait que toi, t'es pas à l'aise en fait de lui retirer ses vies. Généralement, à part si t'es un gros sadique pervers, mais ceci est une autre histoire, hein, vous pouvez aussi apprécier le jeu comme ça. Hem, mais ça fait que du coup, toi, t'es pas bien d'enlever le jeton et ça va se ressentir du coup sur ton roleplay, parce que, ton personnage est pas bien à ce moment-là. Ah, il se sent exclu du groupe, il se sent mal aimé et c'est exactement ce que tu es en train de faire physiquement à la table. On a réussi, on a été efficace. Ça s'agence. Ça s'agence, l'agence.